Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour une nouvelle édition de nos grands entretiens. L'archange de la mort, funeste expression de Michelet, dont on connaît le goût et l'art des formules pour qualifier Saint-Just, ce grand personnage révolutionnaire. Michelet dit également de Saint-Just qu'il apparut, je cite donc, non comme un représentant mais comme un roi, comme un dieu armé de pouvoirs immenses sur 2 armées, 5 départements. Il se trouva au plus grand encore par sa haute et fière nature. Dans ses écrits, ses paroles, dans ses moindres actes, en tout éclatait le héros, le grand homme d'avenir. On croirait presque un héros romantique, une figure littéraire, et pourtant Saint-Just a réellement existé. Il est moins connu que Robespierre, que Marat et que Danton, mais pourtant il est une figure incontournable du processus révolutionnaire, fascinant, admiré, fantasmé, haï, bien évidemment. Il est, comme beaucoup de ces personnalités révolutionnaires, objet de légende. Après une brillante carrière, mais une carrière éclair dans le gouvernement révolutionnaire, il est guillotiné en 1794 à 26 ans, ce qui est très jeune pour une carrière au début de la République française et au sein de ce gouvernement révolutionnaire. Nous recevons aujourd'hui l'historien Antoine Boulan, auteur d'une biographie de Saint-Just, parue aux éditions Passé Composé. Bonjour Antoine Boulan. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire du XVIIIe siècle, et vous êtes déjà venu sur Storia Voce pour nous parler d'un de vos thèmes de prédilection, du moins en ce moment, la Révolution française. Vous nous aviez parlé du tribunal révolutionnaire. Et aujourd'hui, vous revenez sur une grande figure qui a marqué l'histoire de cette révolution, une figure qu'on connaît moins, et que Michelet appelait l'archange de la mort. Qu'est-ce que cette expression veut dire ? Cette expression que j'ai reprise sous une autre forme en l'appelant l'archange de la Révolution pour ne pas plagier mon très très illustre prédécesseur, veut dire probablement, si on prend le mot archange au premier sens du terme, que Michelet a voulu exprimer l'idée que Saint-Just est probablement celui qui a pensé, qui a théorisé la terreur de la manière la plus finie, la plus parfaite, puisqu'il a prononcé un grand discours en octobre 1793 où il a expliqué quelle était sa notion de la terreur et comment il voyait la terreur non pas simplement comme un moyen de défense nationale, ce que l'on présente traditionnellement, mais également comme la condition même de l'émergence de la société révolutionnaire et du peuple révolutionnaire. C'est donc en quelque sorte le messager de la terreur. Il n'a pas été le seul. On sait que Robespierre en particulier a également de son côté beaucoup théorisé le phénomène terroriste au travers de nombreux discours. Mais c'est peut-être à Saint-Just que l'on doit l'expression la plus précise de ce qu'est la terreur en 1793 comme, encore une fois, moyen de faire émerger le peuple révolutionnaire et moyen d'écarter de la société, même physiquement, tous ceux qui ne se vivent pas comme des acteurs personnels de la révolution, comme les acteurs personnels de la régénération sociale qui est en cours. Et c'est donc peut-être de ce point de vue qu'on peut effectivement le surnommer l'archange de la mort. André Malraux, qui a également beaucoup réfléchi sur Saint-Just au XXe siècle, avait préféré le surnommer l'archange de la terreur. Et voyez, moi j'ai été encore moins abrupt et j'ai préféré le surnommer l'archange de la Révolution, à la fois pour ne pas plagier ces 2 écrivains, mais également pour donner peut-être un caractère un peu moins abrupt et un peu moins agressif au personnage. Si vous dites donc qu'il a théorisé la terreur, on suppose qu'on peut le comprendre et le découvrir à travers de nombreux écrits. Oui, il a beaucoup écrit. On a d'ailleurs réédité chez Folio en 2004 la totalité de ses œuvres. Et ce qui était effectivement
intéressant et assez frappant dans le cas de Saint-Just, c'est que d'abord la nature même des œuvres qu'il a rédigées est très diverse. Il a bien sûr prononcé des discours à la Convention, il a rédigé des écrits littéraires, notamment dans son adolescence, notamment un poème qui a fait beaucoup parler, qui s'appelle Organ. Il a fait des essais politiques, un essai qui s'appelle L'essai de la Révolution, qui est paru, l'esprit, pardonnez-moi, de la Révolution, qui a été publié en juin 1791. Une œuvre très théorique, très philosophique, qui s'appelle Du droit social, qu'il a rédigé en 1792. Et puis tous ces arrêtés, ces proclamations qu'il a rédigées et publiées lorsqu'il était représentant en mission à l'armée du Rhin d'abord, à l'armée du Nord ensuite, en 1793 puis 94. Donc c'est vrai qu'il y a une diversité d'œuvres de Saint-Just qui est assez impressionnante, et également une très grande diversité de thèmes qu'il a abordés, puisque au-delà des discours purement politiques qu'il a pu prononcer à la Convention, il a réfléchi sur la question de l'économie, des subsistances, les questions militaires, les questions constitutionnelles. Il a développé une pensée politique et philosophique qu'il a voulu originale, et qu'il est peut-être d'ailleurs un petit peu moins que ce qu'on a pu dire. Il a pensé la cité rêvée, la cité idéale, en termes d'éducation, en termes d'administration, en termes d'institutions d'une façon plus générale. Et donc à ce titre, c'est vrai qu'on peut lui prêter une polyvalence et une pluridisciplinarité intellectuelle assez confondante, ou assez en tout cas intéressante à étudier, compte tenu de l'âge très jeune auquel il est parvenu aux responsabilités. Est-ce que il est prédisposé à ces sentiments révolutionnaires qui ont l'air quand même très ancrés et puis très aboutis, alors qu'il a une vie relativement courte, dès sa jeunesse, dans sa famille? Est-ce qu'on est révolutionnaire? Quel est l'enfance et la jeunesse et l'éducation de Saint-Just? Oui, ça explique souvent beaucoup de choses, effectivement. Alors d'abord, il faut dire que contrairement à un autre personnage comme Jean-Paul Marat, par exemple, Saint-Just ne s'est pas distingué dès 1789 par ses opinions radicales et par un souhait de faire le choix de la terreur. Contrairement, par exemple, à Marat, on le sait, qui dans l'Ami du peuple appelait régulièrement à des massacres collectifs ou à des exécutions massives. Donc c'est vrai que dans sa jeunesse, on peut pas forcément le classer immédiatement comme un radical. Vous parlez de sa famille. Bon, son père n'a pas connu la Révolution française, il est mort avant. C'était un militaire, c'était un capitaine de la gendarmerie de France. Sa mère était issue d'une famille de commerçants, donc c'est pas quelqu'un qui est né dans une famille pauvre. Il est plutôt né dans une famille qu'on pourrait appeler aisée ou relativement aisée, qui faisait partie des notables locaux. Et donc on ne peut pas dire qu'il ait été très rapidement conditionné par sa famille par rapport à tous ces thèmes révolutionnaires qui émergeront à partir de 89. En revanche, ce qui est vrai, et ce qui le distingue de beaucoup de ses collègues, c'est qu'il a été élevé dans un milieu rural, alors que Robespierre est né à Arras, alors que Barrère est né à Tarbes, alors que beaucoup de ses futurs collègues sont nés en ville et n'ont pas connu véritablement la situation sociale des paysans, des cultivateurs de l'époque. Donc lui, il est vraiment né et il a vraiment évolué dans ce milieu paysan qui représentait encore, il ne faut pas l'oublier, 90% de la population à la veille de la Révolution française. Et donc, il a été amené très vite à observer ce qu'étaient les problèmes des paysans à l'époque, donc la féodalité, les seigneurs, les impôts, les abus seigneuriaux, ce qu'on a appelé le triage des biens communaux, c'est-à-dire le fait que les seigneurs, à la fin du XVIIIe siècle, récupéraient en nombre important des terres qui avaient été jusque-là laissées à la communauté paysanne pour faire paître le bétail ou pour divers usages. Il a assisté à la concentration des terres dans les grandes ferme, qui est un grand mouvement un petit peu pré-capitaliste qui arrive au XVIIIe siècle et qui consiste effectivement à supprimer toutes les petites propriétés au bénéfice de grandes exploitations. Donc c'est vrai qu'il a vu ce monde rural évoluer, il a été témoin des excès des seigneurs locaux et il a été très vite sensibilisé à la misère paysanne, aux injustices, à la fiscalité seigneuriale, et très tôt, dès 89, il a voulu effectivement agir pour essayer d'avoir un rôle le plus important possible. Alors comme il était très jeune, il ne pouvait pas être élu à l'Assemblée. C'est pour ça qu'il a raté l'Assemblée constituante et raté l'Assemblée législative et qu'il a dû attendre d'avoir 25 ans en 1792, quasiment au jour près,
pour pouvoir se présenter aux élections et jouer un vrai rôle national. Mais c'est vrai que pendant toutes ces années de jeunesse et ensuite pendant les premières années de la Révolution, donc il avait à peine 22-23 ans, il a dû, entre guillemets, si j'ose dire, se contenter de lutte locale. Il a essayé de participer à des assemblées électorales dont on l'a chassé parce qu'il était trop jeune pour y participer. Il a constitué des réseaux amicaux importants pour essayer d'implanter des municipalités patriotes dans différents endroits de la région de Blérancourt, donc dans le département de l'Aisne où il vivait. Mais ça n'est vraiment qu'à partir de 1792 qu'il a pu vraiment avoir un rôle national, puisque c'est le moment où il a été élu député à la Convention. Il est également dévoré par l'ambition politique. Oui, on peut vraiment le dire, et comme beaucoup de personnalités de l'époque, comme Mirabeau par exemple, ou comme Barnave, il s'est rabattu sur l'écriture, et à faute de pouvoir agir concrètement au sein d'une assemblée nationale, il a donc écrit notamment ce fameux Esprit de la Révolution de 1791, où il se montre d'ailleurs encore à l'époque relativement modéré, mais c'est vrai qu'il a toujours voulu jouer un rôle important, il a toujours voulu arriver, comme on dirait aujourd'hui, il a tout fait pour essayer de se faire remarquer le plus possible, comme beaucoup, on va pas le lui reprocher, et donc c'est seulement à mi-parcours, si j'ose dire, qu'il a vraiment réussi à enfin accomplir son rêve, et même sûrement au-delà, puisqu'à partir de juin 1793, on en reparlera, il a été élu au comité de salut public, et donc il a vraiment été au firmament des responsabilités. Avant d'attaquer avec plus en détail sa carrière politique, quelques mots sur ses écrits littéraires, poétiques, qui font grand bruit. Oui. Pourquoi est-ce qu'on parle autant de ces poèmes, et est-ce qu'ils ont un intérêt pour comprendre cette société de la fin du XVIIIe siècle? Alors c'est difficile à dire, parce que quand on analyse ce fameux poème qui s'appelle Organ et qui fait 7800 vers quand même, donc c'est une œuvre conséquente, une œuvre de jeunesse, c'est toujours difficile de lire à travers les lignes pour voir s'il y a vraiment une intention politique derrière une œuvre, évidemment, surtout quand elle est très cryptée, comme c'est le cas de Organ. Donc en 2 mots, il s'agit de raconter les aventures d'un chevalier qui parcourt un monde un peu mythique, qui croise des dieux, des héros, des héroïnes, etc., et qui effectivement, traverse un certain nombre d'aventures un peu mythifiées. Et à travers ça, il faut arriver effectivement à décrypter les choses. Donc, certains historiens ou historiens de la littérature ont pu décrypter dans Organ un vœu de la part de Saint-Just de dénoncer la corruption des ordres privilégiés, la corruption de la cour, la corruption en particulier du clergé régulier. Puis on a des scènes notamment dans Organ où il décrit le viol de novices dans un couvent qui sont attaqués par des barbares et violés. Alors est-ce que c'est l'expression d'une frustration sexuelle? Est-ce que c'est vraiment la dénonciation du clergé en tant que tel? C'est pas toujours évident à décrypter, mais on peut quand même supposer que chez cet esprit précoce, parce qu'il a été précoce, c'est certain, il y a quand même la volonté de délivrer un message politique sur la société dans laquelle il vivait. Mais c'est vrai à partir de 89, 90, 91 qu'on peut vraiment discerner dans ses écrits un message politique en tant que tel, avec des phrases explicites sur la nature du régime, sur la nécessité de défendre les pauvres, sur un relatif attachement à la Constitution qui l'éloignera dont il s'éloignera beaucoup à partir de 1792 et à partir de la chute de la monarchie. Mais c'est vrai que ces écrits ont quand même une importance grande dans la formation intellectuelle de Saint-Just, et retranscrivent également sa fameuse culture classique, puisque l'on sait que Saint-Just était très porté vers les auteurs anciens. Ses discours sont truffés d'allusions à Cicéron, à Tite-Live. Il parle de Brutus assassinant César quand il évoque le procès de Louis XVI. Donc c'est vrai que cette culture classique, et également cette culture du XVIIIe, puisqu'on sait qu'il a lu Beccaria, Montesquieu, Rousseau, a évidemment beaucoup compté dans sa formation intellectuelle et dans la qualité ultérieure des discours et des rapports qu'il a eu l'occasion de prononcer ou de rédiger devant la Convention nationale. On a l'impression qu'il veut être de toutes les luttes. Vous parlez des inégalités sociales, des dérives économiques, financières, morales. Il veut se battre sur tous les fronts, en fait. Oui, il veut se battre sur tous les fronts. C'est vrai que ces luttes sont vraiment prioritairement tournées vers les questions sociales au début, etc. Mais c'est vrai qu'à partir de 92 et surtout 93, il touche à tous les domaines. Il se passionne notamment pour la question de l'administration. Il est absolument obsédé par la question des fonctionnaires qui viennent mettre un écran entre l'État et les administrés. Il a pour obsession de combattre la corruption de l'administration. Il s'intéresse aux questions de subsistance, aux questions
d'inflation. Il prononce énormément de discours contre l'inflation des assignats qui perdent leur valeur et qui contribuent à faire augmenter les prix. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui s'intéresse à énormément de sujets. Il a participé ouvertement avec les Girondins au débat constitutionnel à partir du mois d'avril 1793. Donc c'est un petit peu un touche-à-tout. Et à l'âge qu'il avait à l'époque, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même relativement remarquable. Après l'écriture de l'Organ, il arrive à Paris et là il découvre la Révolution avec la prise de la Bastille et notamment les massacres qu'on a tendance un peu à oublier mais qui étaient quand même très présents dès 89. Comment il réagit ? Alors lui, il raconte qu'il a participé à la prise de la Bastille. Donc évidemment, c'est invérifiable parce qu'on n'a pas beaucoup de documents qui peuvent prouver que Saint-Just a vu la prise de la Bastille. Il n'y a pas participé, il l'a vu. Il n'avait pas un fusil entre les mains, il n'est pas monté sur les tours, au sens propre du terme. Mais en tout cas, il raconte qu'il a vu la prise de la Bastille et qu'il a été, je cite, horrifié par le peuple qui jouait avec des lambeaux de chair. Donc il aurait peut-être vu, ou en tout cas entendu parler du massacre du gouverneur de la Bastille, le marquis de Launay, et puis ensuite Flesselles, Berthier de Sauvigny et les massacres qui ont suivi effectivement la prise de la Bastille. Et dans les écrits qu'il nous laisse dans cet esprit de la Révolution, eh bien, il nous laisse penser que les excès populaires et les massacres populaires l'ont effectivement horrifié. Et alors que pourtant, c'est Saint-Just qui va défendre la terreur 3 ou 4 ans après, mais Robespierre était un peu dans le même cas, puisqu'on sait que Robespierre était un adversaire acharné de la peine de mort en 1789 et qu'il l'a ensuite, bien sûr, défendu dans le contexte de la terreur que l'on connaît quelques années plus tard. Mais c'est vrai que les premières années de la Révolution donnent plutôt le sentiment d'un Saint-Just modéré qui défend Louis XVI et même la reine, qui défend l'ordre établi, qui défend la Constitution de 1791 et qui voit dans la monarchie constitutionnelle apparemment une solution acceptable. Le tournant, on ne sait pas très bien de quand il date, mais on peut supposer que c'est à partir de la célèbre fusillade du Champ de Mars de juillet 1791 qui a consisté pour la garde nationale à tirer sur des manifestants qui venaient demander la déchéance du roi après la fuite de Varennes, les célèbres fuites à Varennes de la famille royale. On peut supposer que c'est à partir de ce moment-là que Saint-Just s'est vraiment défini comme peut-être pas un républicain, parce qu'on a toujours tendance à voir des républicains en 1789. En 1789, il y avait peut-être 5 républicains sur une population de 25 millions d'habitants. Peut-être 10 si vous voulez, mais guère plus. Donc c'est vraiment progressivement que ce cheminement intellectuel s'est fait. Et on peut supposer que c'est vraiment à partir de la déclaration de guerre en avril 1792 que Saint-Just a pris conscience de la nécessité de renverser la monarchie. Et il a été très rapidement républicain, et dès qu'il est arrivé à la Convention au mois de septembre 92, il a pratiquement tout de suite siégé sur les bancs de la gauche et de l'extrême gauche, comme on l'appellerait aujourd'hui, mais qui étaient physiquement déjà existantes à l'époque. Il y avait déjà les députés à la gauche du président et ceux qui étaient à la droite du président. Et ceux qui étaient au centre, qu'il faut pas oublier, la fameuse plaine qui était majoritaire. Donc c'est vrai qu'il a très rapidement siégé du côté de la montagne et qu'il s'est tout de suite affirmé par la radicalité de ses options politiques. Alors comment il se fait remarquer et il va arriver à siéger alors que lui vient de province et il a seulement 22 ans et pourtant on va lui porter du crédit rapidement et on va lui en faire une voix de l'extrême gauche, si on peut reprendre l'expression peut-être un peu anachronique. Oui, peut-être anachronique, oui. Qui était réelle au moins dans la disposition des bancs à l'Assemblée. Des bancs à l'Assemblée. Alors à l'époque, on parlait effectivement pas d'extrême gauche, on parlait de la montagne, on parlait parfois du parti jacobin ou du parti populaire. Voilà, ça c'est des mots qu'on retrouve dans les mémoires en particulier des témoins du temps. Et on parle de modéré également, bien sûr. Oui, alors il s'est très vite affirmé, ce qui était peut-être d'ailleurs pour lui un moyen de se faire distinguer compte tenu de son jeune âge, puisqu'il était le benjamin de la Convention. Il avait effectivement 25 ans, il venait d'arriver, personne ne le connaissait. Il n'était pas le seul provincial, beaucoup bien sûr de conventionnels venaient des départements, et même la très grande majorité d'entre eux, sauf Robespierre par exemple ou quelques autres. Mais personne ne connaissait ce jeune homme, on remarquait sa réserve, il a pendant plusieurs semaines observé la vie de l'Assemblée, mais il est peu intervenu dans les débats, et c'est vraiment au moment du procès du roi qu'il s'est distingué. En fait, il s'est distingué avant le procès, il s'est distingué à un moment où on discutait de l'opportunité
de mener le procès ou de ne pas le mener. Parce que sur un plan constitutionnel, il y avait beaucoup de questions qui se posaient. La Convention n'était pas certaine de pouvoir juger le roi sur un plan juridique. Et Saint-Just a été un des tout premiers, non seulement à réclamer qu'il y ait un procès, mais à réclamer un procès qui ne soit pas mené dans les formes ordinaires d'une justice ordinaire. Et c'est là qu'il s'est fait distinguer de l'ensemble des députés et que son discours a beaucoup marqué, en bien pour certains, en mal pour d'autres, puisqu'il a tout de suite affirmé qu'à partir du moment où le roi avait accaparé le pouvoir, qu'il s'était mis hors du souverain, c'est l'expression de Saint-Just, et qu'il s'était donc placé en dehors du contrat social pour exercer le despotisme sur la population, eh bien Louis XVI devait être condamné à mort. C'est-à-dire qu'il n'est pas allé aussi loin que Robespierre, qui lui ne voulait pas de procès du tout, et qui considérait qu'à partir du moment où le roi avait été renversé, c'est que le peuple avait décidé du sort du roi et qu'il fallait donc l'exécuter sans autre forme de procès au premier sens du terme. Lui, Saint-Just, voulait un procès, mais sans respecter les normes ordinaires d'un procès normal et en considérant que Louis XVI était condamné d'avance parce qu'il avait, de par ses fonctions mêmes et de par sa nature même de monarque, accaparé le pouvoir souverain et qu'il méritait donc la mort. Donc on voit aussi l'influence très forte des philosophes du 18e, de Rousseau en fait, dans sa manière de concevoir le politique. Il y a toute une philosophie politique qui le porte. Quelle est-elle, cette philosophie? De qui se réfère-t-il, Saint-Just? Alors on a beaucoup parlé effectivement de l'influence de Rousseau parce que le contrat social, etc. Il y a des choses qui le distinguent de Rousseau. Par exemple en matière d'éducation, l'Émile de Rousseau porte une attention très grande à l'enfant alors que lui imagine une éducation très spartiate, très dure, où l'attention à l'enfant est moins importante, mais c'est vrai qu'il a beaucoup lu Rousseau, on se doute qu'il a lu Voltaire, on n'a pas retrouvé beaucoup d'ouvrages de Voltaire dans sa bibliothèque, mais il serait quand même étonnant qu'il ne l'ait pas lu. Il a beaucoup lu Montesquieu, donc la séparation des pouvoirs, etc. Tout ça a beaucoup compté pour lui, mais la théorie politique de Saint-Just est compliquée, ça serait un petit peu long d'en donner tous les détails, mais c'est vrai qu'il est très porté vers la question, bien sûr, de l'égalité et de la souveraineté populaire. Il accorde une très grande importance au pouvoir législatif. Il n'était pas partisan du référendum ou de la démocratie directe, Saint-Just, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Il était vraiment partisan du gouvernement représentatif et il a toujours accordé à l'Assemblée et au législatif une prédominance sur l'exécutif qui était très marquée. Ce qui l'a beaucoup influencé dans les débats constitutionnels à partir d'avril 1793. Donc il a vraiment pensé les institutions et il a pensé les institutions également dans un sens différent du sens qu'on leur donne aujourd'hui. Quand on pense institutions de nos jours, on les pense au sens 5e République. Pour lui, une institution, c'est pas ça, c'est une règle sociale. L'amitié, pour Saint-Just, est une institution, par exemple. Donc il a par exemple dans sa société idéale, chaque citoyen doit déclarer ses amis. L'amitié est une obligation sociale et pour lui il est inconcevable de vivre en société sans avoir des amis au point que deux amis seront inhumés dans le même tombeau dans la vision idéale qu'a Saint-Just de cette société. Donc il a vraiment pensé les choses de façon assez poussée et bien au-delà du modèle institutionnel tel qu'on l'imagine aujourd'hui, une assemblée, un exécutif, un monarque, etc. Il a pensé la société de façon plus globale dans ces détails économiques, sociaux, religieux. Donc il est quand même allé assez loin dans cette réflexion. Donc il pense après la Révolution, il n'est pas seulement révolutionnaire. Non, il imagine une société parfaite. Il est l'auteur de ce qu'on a appelé les fragments d'institutions républicaines, qui sont en fait des manuscrits qu'il a jetés sur le papier un petit peu à la volée, dans la perspective de rédiger ensuite un ouvrage qui n'a jamais vu le jour, puisqu'évidemment il est mort trop tôt pour pouvoir l'écrire. Ces fragments sont conservés aujourd'hui au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale, mais on peut vraiment dire qu'il a pensé les institutions républicaines, certainement au-delà ou davantage que beaucoup de ses collègues. Alors 8 mois après être entré à la Convention, il est déjà une figure connue, reconnue, quelqu'un qui a du poids. Comment est-ce qu'il va continuer son ascension ? Il y a plusieurs étapes dans l'ascension de Saint-Just. Il y a des étapes qu'on pourrait appeler institutionnelles au sens actuel pour le coup. Donc d'abord député à la Convention, bon ça, ils étaient 749, donc il n'y avait pas moyen forcément de se distinguer au milieu de tous les autres. La vraie première étape, c'est quand on l'envoie en mission dans l'Aisne et les Ardennes pour commencer à organiser la défense nationale à partir de mars-avril 1793, donc après la formation de la première coalition.
coalition. La seconde étape, qui est vraiment fondamentale, c'est quand il est nommé au comité de salut public. Alors d'abord au comité de constitution et surtout au comité de salut public le 5 juin 1793. Donc là, il fait vraiment partie du petit cénacle de 12 personnes qui vont représenter tout le pouvoir exécutif, qui vont pouvoir prendre des arrêtés révolutionnaires qui auront force de loi. L'organisme qui a vraiment tout pouvoir à partir de 1793, c'est vraiment le comité de salut public. La Convention nationale reste l'Assemblée, le pouvoir législatif qui vote les décrets, mais c'était quand même le comité de salut public qui organisait toute la défense nationale. Il n'avait pas la main sur les finances, il n'avait pas la main sur la police, mais il avait la main sur toute l'organisation des opérations, de la défense nationale, des mesures révolutionnaires, le contrôle des administrations, le contrôle des ministres, le contrôle des généraux, le contrôle de toutes les autorités constituées. Et donc faire partie du comité de salut public, c'était vraiment faire partie de ces 12 qui ont régné, pour reprendre l'expression d'un historien, Palmer, qui a écrit un livre qui s'appelait 12 Who Ruled, les 12 qui ont gouverné. Et c'était vraiment évidemment l'endroit, aussi j'ose dire, où il fallait être pour avoir toute autorité sur le pays de l'époque. Donc c'est vrai que là c'est la consécration institutionnelle de Saint-Just. Et puis ensuite il y a son autorité personnelle qui a fait qu'on lui a notamment confié tous les rapports d'accusation contre les Girondins, contre les hébertistes, contre les dantonistes. Donc il s'est vraiment très vite affiché, si j'ose dire, comme le procureur de la Convention. C'est lui qui est venu déposer contre ce qu'on a appelé à l'époque les factions. Et puis il a été envoyé aux armées, et pas n'importe où. Il a été envoyé à la frontière du Rhin et ensuite à la frontière du Nord, donc aux deux frontières les plus sensibles, qui étaient les plus soumises à la pression des Autrichiens et des Prussiens. Alors il y avait d'autres frontières menacées à l'époque, notamment la frontière espagnole. Mais c'est vrai que l'armée du Rhin et l'armée du Nord, qui sont les deux armées où on l'a envoyé successivement, sont vraiment les deux armées qui symbolisent à elles seules la défense nationale en 1793 et 94, parce que c'était vraiment là que la pression ennemie était la plus forte. Donc entre ces missions aux armées, les différents rapports et les différents discours qu'il a prononcés, tout ça lui donne une aura, une importance considérable, et fait quand même de lui un personnage de premier plan de la Révolution, même si, vous l'avez dit tout à l'heure, il a été quelque peu éclipsé par Danton, Robespierre, Marat et quelques autres, mais c'est vraiment lors de ces années-là une figure majeure. Il prend très au sérieux la défense nationale. Il a une pensée militaire, ou il est juste jusqu'au boutiste? Oui, alors la pensée militaire de Saint-Just, on peut en discuter. J'ai eu l'occasion de retrouver quelques citations dans des mémoires de contemporains que j'ai pu consulter, notamment Baudot, Levasseur, des gens qu'on a un petit peu oubliés aujourd'hui, mais qui étaient des députés importants et qui ont bien connu Saint-Just aux armées, et qui relativise un petit peu sa pensée militaire. D'abord, il faut redire que Saint-Just n'était pas un militaire. Son père était militaire, mais lui était représentant en mission, c'est-à-dire que c'était un député envoyé, comme des dizaines d'autres d'ailleurs, aux armées pour préparer les conditions de la victoire. Il a participé, on s'en doute, à quelques conseils de guerre, mais son rôle, en principe, n'était pas de définir les opérations. Ça, c'était quelque chose qui était réservé aux officiers. Lui était là pour faire appliquer les plans que le comité de salut public, et notamment que le célèbre Lazare Carnot avait défini, et il était là pour instaurer la justice militaire, pour veiller à ce que la justice militaire ait lieu, et pour veiller à toutes les conditions logistiques d'approvisionnement des armées, surveiller les administrations, veiller à ce que les approvisionnements se fassent, à ce que les réquisitions soient exécutées dans les temps. Donc c'était ça le rôle d'un représentant en mission. Maintenant, dans le cas de Saint-Just, on sait qu'il s'est quand même beaucoup impliqué dans un certain nombre d'opérations militaires. Il a participé au déblocage de la place de Landau en 1793 au mois de décembre, et il a également beaucoup contribué à la célèbre victoire de Fleurus en juin 1794, qui a rouvert les portes de la Belgique à la France qu'elle avait perdue au mois de mars 1793. Il s'est énormément concerté avec les généraux, et on pense qu'il est quand même allé au-delà du simple rôle, entre guillemets, simple, parce que ça n'était pas simple du tout, mais du seul rôle d'organisateur qui était celui qui était dévolu aux représentants en mission. Mais il n'a pas fait que ça, il a mis en place des commissions militaires et il a fait exécuter quelques dizaines d'officiers et de sous-officiers pour montrer l'exemple aux armées et pour rétablir la discipline. Il a levé un gros emprunt à Strasbourg en octobre 1793, il a levé un emprunt forcé, il a mené des réquisitions très nombreuses de farine, de bestiaux, de bétail pour pouvoir nourrir les soldats. C'était une tâche logistique absolument démente.
Il y avait 14 armées à l'époque à nourrir, il y avait près d'1 million d'hommes aux frontières qu'il fallait régulièrement vêtir, armer, nourrir, c'était un enjeu considérable. Et de ce point de vue, nul ne conteste le rôle important que Saint-Just a eu en termes d'organisation de la victoire lors de ces époques-là. En termes purement militaires, on peut en discuter. Certains disent qu'il a participé à certaines batailles le sabre à la main, d'autres disent au contraire qu'il était complètement peureux et que dès qu'il entendait une balle siffler, il allait se réfugier dans une bastide. J'ai retrouvé dans les mémoires du futur maréchal Soult, le maréchal d'Empire Soult, qui a bien connu Saint-Just à l'armée du Nord, puisqu'il y a combattu à l'époque, une phrase où il dit Saint-Just avait de la chose militaire une présomptueuse ignorance. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais c'est intéressant d'équilibrer un petit peu le personnage et de donner de ses compétences en matière militaire peut-être une vision un petit peu plus relative ou un petit peu plus modeste, car tout le monde n'est pas forcément d'accord sur les compétences militaires de Saint-Just. Mais en tout cas, en matière d'organisation logistique, il est certain qu'il a fait un travail qu'on peut, 200 ans après, saluer de façon assez marquée. Il était relativement intransigeant avec les suspects, oui. Avec les déserteurs dans l'armée. Oui. Le but, c'était de faire régner l'ordre. C'était de faire régner l'ordre et il faut quand même bien reconnaître que l'armée en avait bien besoin à l'époque parce que les désertions étaient très nombreuses, l'indiscipline était forte pour des raisons qu'on peut comprendre évidemment. Des milliers de soldats ont déserté parce qu'ils étaient totalement effrayés par l'horreur des combats, parce que les familles qui étaient à l'arrière du front suscitaient beaucoup d'inquiétude dans les troupes. Bon, il y avait 1000 raisons de déserter à l'époque. La pression des invasions, les émigrés, enfin tout ça créait un climat qui ne facilitait pas toujours la discipline, donc c'est vrai que remettre un petit peu d'ordre dans les armées était quelque chose de nécessaire, même s'il faut préciser que les commissions révolutionnaires, parfois sans jury, qu'il a mis en place, ont toujours condamné à mort pour des raisons relatives vraiment à des questions de défense nationale pure, c'est-à-dire abandon de poste, propos en contre-révolutionnaire, désertion. Beaucoup de soldats qui, par exemple, avaient perdu leurs fusils ou leurs effets n'ont pas été condamnés à la peine de mort, ont pu être condamnés à d'autres peines. Mais il ne faudrait pas non plus voir Saint-Just comme un représentant en mission faisant régner la terreur, comme par exemple un Barras, un Tallien ou un Fouché ont pu la faire régner à Lyon, à Marseille ou à Toulon. La situation n'était pas du tout la même. Saint-Just n'a pas été confronté à une guerre civile, comme en Vendée par exemple. On se souvient des horribles noyades organisées par Jean-Baptiste Carrier à Nantes, près de 3, 4 ou 5 000 noyés en quelques semaines. On n'est pas du tout dans la même situation dans les frontières de l'Est avec Saint-Just, qui n'a pas été confronté au même problème, mais c'est vrai qu'il a quand même tenu à faire des exemples, beaucoup à l'armée, sur le front des troupes. Les soldats assistaient aux exécutions d'officiers devant eux, donc c'était quelque chose qui impressionnait beaucoup. Et puis, il a également organisé la terreur à Strasbourg. Il y avait un comité révolutionnaire qui a arrêté plusieurs milliers de suspects. Tous n'ont pas été condamnés à la peine de mort, mais beaucoup, c'est vrai, ont été emprisonnés. Et il y a chez Saint-Just ce côté à la fois théoricien de la terreur, mais aussi celui qui l'applique sur le terrain, dans des proportions qui, dans le cas de Saint-Just, il faut le dire, reste quand même, si j'ose dire, relativement raisonnable, encore une fois, par rapport à certains de ses confrères. Et ça, c'est quelque chose qui le distingue aussi, par exemple, de quelqu'un comme Robespierre, dont il faut parler en deux mots, parce que Saint-Just et Robespierre sont inséparables. C'était les deux personnes les plus proches au gouvernement à l'époque. J'ai d'ailleurs retrouvé l'extrait de la citation dans les mémoires d'un conventionnel de l'époque qui s'appelait Duval, et qui dit Robespierre était tout pour Saint-Just. Donc Robespierre était le modèle de Saint-Just. Ils étaient idéologiquement très proches, également par leur tempérament très proche, mais il y avait une chose qui les séparait, c'est que Saint-Just a connu le terrain, alors que Robespierre ne l'a pas connu. Robespierre était vraiment un homme de bureau et de tribune. L'univers de Robespierre, c'était le club des Jacobins. C'était là qu'il se sentait le plus à l'aise. C'est là qu'il avait tous ses fidèles, tous ses affidés. Alors que Saint-Just y a été beaucoup moins souvent que l'incorruptible. Et c'est vrai que ce que l'on peut quand même prêter à Saint-Just, c'est une connaissance du terrain réel qui échappait quand même en grande partie à Robespierre, alors que Saint-Just, lui, connaissait la réalité sociale, matérielle, militaire des choses, et qu'il a vraiment vécu les choses dont il parlait. Ce qui n'a pas toujours été le cas de Robespierre, qui notamment, par rapport à des questions financières ou économiques ou militaires, était un petit peu plus éloigné. Mais Saint-Just, lui, non. Saint-Just savait vraiment de quoi il parlait. On va revenir à Paris, après avoir fait un tour sur les bords du Rhin, puisque le gouvernement révolutionnaire, et nos auditeurs le savent bien, c'est quand même une institution qui évolue énormément. Et il y a un moment qui est marquant dans cette révolution, c'est l'épuration, l'élimination plutôt des hébertistes et des dantonistes.
qu'est-ce que ça va provoquer dans la carrière de Saint-Just et de Robespierre? Parce qu'on imagine que les carrières sont finalement très liées. Alors c'est très important parce que évidemment l'élimination de ce qu'on a appelé les factions en 1794 marque effectivement un tournant dans le gouvernement révolutionnaire. On rappelle en 2 mots de quoi il s'agit parce que Jacques-René Hébert n'est pas quelqu'un de très connu. On le connaît surtout par son journal qui s'appelait Le Père du Chêne, avec ses fameux bougres et sa fameuse foutre, pardon pour la vulgarité, mais ça fait partie du personnage, c'est indissociable. Voilà, en gros, les hébertistes qui étaient un peu les populistes de l'époque et qui défendaient les sans-culottes contre les riches, contre les négociants, qui réclamaient toujours plus de taxation, toujours plus de peine de mort contre les ennemis de la Révolution. Les hébertistes ont menacé le gouvernement avec le Club des Cordeliers d'une insurrection en février-mars 1794 et il s'est trouvé nécessaire pour Robespierre et pour Saint-Just, qui ont été les deux principaux acteurs de la répression qui a suivi, d'éliminer les hébertistes. Donc de concert avec le comité de salut public, les hébertistes ont été arrêtés car ils étaient dans une surenchère populaire toujours de plus en plus agressive vis-à-vis du gouvernement et menaçaient véritablement le comité de salut public qui était dénoncé constamment dans les colonnes du Père du Chêne comme étant trop modéré, trop timoré, etc. Et donc les hébertistes ont été arrêtés, ce qui a causé un grand malaise dans les sections de Paris et on sait que l'arrestation et ensuite l'exécution des hébertistes, parce qu'évidemment arrestation voulait dire exécution, ils sont passés devant le tribunal révolutionnaire, le procès a été joué d'avance et ils ont été exécutés. Mais ça a beaucoup coupé le gouvernement révolutionnaire de sa base et ça a beaucoup traumatisé les sans-culottes qui n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'on éliminait leurs défenseurs, leurs porte-parole et ça a un petit peu formalisé en quelque sorte le gouvernement et c'est à peu près de cette date d'ailleurs que date justement cette citation de Saint-Just qu'on a retrouvée dans l'un de ses écrits où il dit la révolution est glacée. La révolution est glacée et les bonnets rouges ne sont plus portés que par l'intrigue. C'est-à-dire que vraiment mars-avril 1794, c'est un tournant parce qu'on élimine d'abord les hébertistes, ensuite c'est Danton et ses amis Camille Desmoulins et quelques autres qui ont été jugés lors d'un procès complètement truqué et ensuite éliminés parce que eux réclamaient non pas un arrêt forcément du gouvernement révolutionnaire, mais un arrêt de la terreur dans ses excès les plus flagrants et réclamaient un comité de clémence. Mais à partir du moment où on avait frappé l'extrême gauche, il fallait frapper Danton pour ne pas donner l'impression qu'on reculait parce que en ces temps de radicalité, le recul signifie toujours le retour à l'ancien régime ou à la modération. Et on était dans des temps où on n'osait pas donner le sentiment au peuple qu'on allait reculer. Donc il fallait toujours aller plus loin dans cette répression, dans cette terreur. C'est le piège dramatique de cette grande terreur telle qu'on l'a appelée à partir de juin 1794, mais c'est vrai que c'est un tournant parce que Saint-Just a été l'homme à qui on a confié les rapports d'accusation et il a monté évidemment contre Hébert et surtout contre Danton des rapports complètement invraisemblables avec des thèses conspirationnistes où à partir du moment où Danton avait connu Hébert, qu'Hébert avait connu les Girondins, que les Girondins avaient connu Mirabeau, que Mirabeau avait connu Louis XVI, eh bien tout ça faisait partie d'une grande conspiration menée par l'Angleterre et Saint-Just a un talent malheureusement assez prononcé pour donner à des attitudes ambiguës, celles de Danton ou d'autres, une signification qui relève d'une conspiration, d'un complot contre la République. Et de ce point de vue, le rapport qu'il a prononcé à la Convention contre Danton est assez emblématique de cet esprit qui consiste effectivement à éliminer des ennemis politiques en enrobant tout cela sous un complot, une conspiration imaginaire. Enfin, accuser Danton d'être royaliste quand même, il fallait le faire. Et Saint-Just l'a fait. Mais il n'avait pas d'état d'âme quand il s'agissait d'éliminer des factions dont il considérait qu'elles étaient une véritable menace pour le gouvernement révolutionnaire. C'était un homme de théâtre, Saint-Just. Ça compte beaucoup le théâtre, oui. On a là aussi des témoignages qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs sur sa manière de se mettre en scène. Un côté, oui, très théâtral. Alors certains disent qu'il était très froid quand il parlait, d'autres au contraire qu'il était très animé. Mais c'est vrai qu'il y avait un souci chez Saint-Just, on le retrouve aux armées en particulier. Et là aussi, on a des échos de gens qui voient arriver Saint-Just, qui non seulement fait partie du comité de salut public, donc c'est quand même un des 12 qui gouverne la France à l'époque, donc il est déjà très intimidant, mais il se donnait aussi un air très froid, très intransigeant, qui était accentué par sa jeunesse, peut-être par sa beauté. On ne sait pas grand-chose sur la beauté de Saint-Just, mais les portraits qu'on a de lui laissent penser qu'il n'était pas forcément désagréable à regarder. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui sait donner un rôle, peut-être plus que d'autres, et qui a vraiment tenu
à afficher ce tempérament froid, dogmatique, pour toujours laisser une distance avec ses interlocuteurs. Ce qui n'a d'ailleurs toujours pas facilité ses relations avec ses collègues, puisqu'on sait que vers la fin, c'est-à-dire dans les derniers mois du premier semestre 1794, les rapports entre Robespierre et Saint-Just et tous les autres, c'est-à-dire Carnot, Barrère, Lindet, Collot d'Herbois, Billaud-Varenne, se sont énormément refroidis et qu'on a très vite senti que ces deux personnages, enfermés dans leur idéologie, dans leur dogmatisme, dans leur orgueil, les a beaucoup coupés du reste du gouvernement, et ça n'a pas que peu contribué à la chute qui a fini par intervenir au mois de juillet. À partir de quand la majorité des membres du gouvernement s'opposent à Saint-Just et Robespierre et décident de leur fin? Oui, c'est vraiment à partir, je pense, de juin 1794. Il y a eu en gros 3 mesures qui ont un petit peu accéléré les choses. D'abord, la réforme du tribunal révolutionnaire par ce fameux décret du 10 juin 1794 qui a été beaucoup préparé par les robespierristes sans beaucoup se concerter avec les autres membres du comité de salut public et avec le comité de sûreté générale qui était en charge de la police politique à l'époque. Il y a eu ensuite la création d'un bureau de police au sein du comité de salut public. Ça aussi, le comité de sûreté générale l'a peu apprécié et les divisions ont commencé à se faire. Et puis, il y a eu, bien sûr, la fameuse fête de l'être suprême, le 8 juin 1794, car Robespierre et Saint-Just, il faut surtout pas croire qu'ils étaient athées, au contraire, c'était des gens très religieux, très déistes, qui ne suivaient pas, qui ne voulaient pas suivre la religion catholique, mais qui pensaient que une religion, un mysticisme était très importante pour le peuple en français à l'époque, et on sait pourquoi. À la fin du XVIIIe siècle, évidemment, la très grande majorité des Français tenaient beaucoup encore à faire leur Pâques, à communier et à suivre le chemin des églises. Et donc Saint-Just a compris avec Robespierre cette nécessité d'une spiritualité. Et tout ça les a beaucoup coupés de députés ou de membres des comités très athées, comme Vadyi au comité de sûreté générale, comme Fouché qui était à la Convention. Et ça a beaucoup contribué effectivement à séparer Robespierre et Saint-Just et Couthon, Georges Couthon, qui était également leur collègue très proche, du reste des députés. Alors après, c'est toute l'histoire du 9 Thermidor. Il faudrait des heures pour en parler. C'est un sujet très compliqué, mais tout ça a beaucoup contribué à les séparer. Et Saint-Just lui-même a tenté une réunion de conciliation au mois de juillet 1794 pour essayer de rassembler les députés. Robespierre était peut-être encore plus intransigeant que lui. Il a dénoncé tous les députés au club des Jacobins en disant que c'était des traîtres, etc. Donc une sorte de paranoïa, de conspirationnisme de plus en plus aigu qui a beaucoup contribué bien sûr à séparer Saint-Just et Robespierre du reste de leurs collègues. Mais on sait aujourd'hui que le 9 Thermidor s'est décidé vraiment quelques jours avant, ou pire quelques semaines avant. C'est vraiment lorsqu'on a vu que la réconciliation avec les robespierristes était devenue impossible que l'on a décidé de les renverser, ce qui ne voulait d'ailleurs pas dire qu'il fallait mettre fin à la terreur, puisqu'on sait bien aujourd'hui que les gens qui ont renversé Robespierre étaient tout aussi terroristes que lui, voire même davantage. Et ce n'est qu'après la chute de Saint-Just et Robespierre qu'on s'est rendu compte que la terreur en tant que régime politique ne pouvait pas durer indéfiniment. Il y a eu un retournement de l'opinion qui a fait que très vite on a fait machine arrière et qu'on a mis sur le dos de Robespierre et de Saint-Just la totalité de la responsabilité de tous les crimes de la terreur. Est-ce qu'on peut dire que c'est un montagnard type Saint-Just ? Je ne sais pas, parce que on voit souvent dans les montagnards un personnage un peu unique, c'est-à-dire le jacobin qui défend les mesures d'exception, qui défend la terreur, qui défend les mesures sociales les plus extrêmes. Il y a eu des montagnards modérés, il y a eu beaucoup de montagnards modérés. Il y a eu évidemment des girondins modérés, des gens de la plaine modérés, mais les montagnards qui représentaient entre le tiers et la moitié, selon les époques de la Convention, étaient souvent des gens très divers. Quelqu'un comme Lindet, comme Carnot, même Barrère qu'on classe souvent dans les montagnards, qui est très extrémiste d'un certain point de vue. C'est lui qui a dit détruisez la Vendée en particulier. Lui, c'était quelqu'un plutôt de la plaine. Donc, les frontières sont pas toujours faciles à fixer. Il y avait des gens de la plaine qui étaient assez radicaux et il y avait des montagnards qui étaient très modérés. Donc, quand on pense à la montagne, on pense toujours au même. On pense à Robespierre, Danton Marat, Saint-Just, etc. Mais on oublie tous les autres. Et ils étaient des centaines, tous les autres, qu'on a complètement omis aujourd'hui, dont on a complètement omis de citer les noms. Donc, le montagnard
type, on peut dire oui, le jacobin type, le montagnard d'extrême gauche type si l'on veut, mais encore une fois, quelqu'un comme Carnot était montagnard, mais il n'avait pas forcément grand-chose de commun avec Robespierre et Saint-Just, parce qu'il était obsédé par les questions militaires, qu'il n'était pas forcément très enclin à disserter sur les questions plus politiques ou plus sociales. Donc c'est vrai que le montagnard type, je ne suis pas absolument certain qu'il existe. En tout cas, c'est le montagnard type tel qu'on se l'imagine aujourd'hui. D'ailleurs, le montagnard radical. Mais il n'y avait pas que des montagnards radicaux. Ce qui me laisse un peu perplexe en lisant votre biographie, c'est surtout sa capacité à s'endurcir jusqu'à la fin de sa vie. Est-ce qu'il s'est justifié sur un peu ce retournement, alors qu'au début, il s'offusque par écrit des massacres, et il finit par les cautionner et tout faire finalement pour que la terreur s'instaure et s'installe partout en France? Oui, non, en tout cas, dans ses écrits à lui ou dans ses discours ou dans d'autres sources, c'est difficile de trouver une trace qui pourrait effectivement dire qu'il a légitimé quelque chose qu'il désapprouvait autrefois. C'est vraiment un cheminement intellectuel progressif. Et quand on analyse effectivement ses discours et ses écrits en 1793 et 94, on voit ce radicalisme très affirmé en matière politique et sociale. Maintenant, j'ai pas le souvenir qu'il ait écrit quelque chose qui aurait explicitement déjugé quelque chose qu'il aurait pensé quelques années plus tôt, non. Qu'est-ce qu'il reste de Saint-Just, du moins dans la pensée politique? Est-ce qu'au 19e, on le réutilise? Qu'est-ce qu'on écrit sur lui? Est-ce qu'il est une figure qui va être beaucoup fantasmée ou finalement il va rester un petit peu dans l'ombre, et notamment dans l'historiographie? Oui, alors c'est quand même la figure de Danton et de Robespierre qui émerge au 19e siècle plus, sous la Commune, pendant les révolutions de 1830 et 48. On a publié beaucoup d'estampes avec les héros de la révolution de 89. On voit toujours Robespierre. Saint-Just est un petit peu plus en arrière-plan, ce qui est peut-être d'ailleurs un peu injuste, puisque beaucoup de conventionnels ont considéré que Saint-Just était même supérieur à Robespierre. J'ai retrouvé des phrases assez explicites où quelqu'un, d'ailleurs je crois que c'est Baudot, me semble-t-il, je ne sais plus, qui dit Saint-Just était supérieur à Robespierre et a eu dans le gouvernement révolutionnaire même un rôle plus important que l'incorruptible. Donc il a été entre guillemets exploité, comme vous le dites, mais peut-être moins que d'autres. Bon, pour des raisons qu'on peut analyser, que j'explique un petit peu dans le dernier chapitre du livre sur le mythe, sans trop aller trop loin non plus. En revanche, il a beaucoup fasciné les écrivains. Lamartine a écrit sur Saint-Just, Sainte-Beuve a écrit sur Saint-Just, et puis après, il faut attendre le XXe siècle pour voir Camus, pour voir Malraux, pour voir Marguerite Yourcenar réfléchir sur Saint-Just. Mais c'est vrai que sa postérité politique n'est peut-être pas aussi accentuée que celle de Robespierre, par exemple. Sous la Troisième République, c'est une statue à Danton que l'on a édifiée sur la place de l'Odéon, pas une statue à Saint-Just. Il faut dire que la statue de Danton sur la place de l'Odéon est aussi à l'emplacement de sa maison. Ça peut expliquer quelque chose. Mais c'est vrai que de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, c'est Saint-Just qui le prononce, c'est Danton qui le prononce, c'est pas Saint-Just. Donc c'est vrai que c'est un peu ambivalent, parce que c'est un jeune homme qui a beaucoup fasciné et en même temps qu'on a laissé en arrière-plan. Donc il y a une espèce d'équilibre à respecter qui est pas facile, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a inspiré les philosophes, les écrivains, les artistes. Sa philosophie politique a énormément intrigué. On a énormément écrit sur lui. Moi, quand j'ai fait la bibliographie pour mon ouvrage, j'ai constaté qu'on avait quand même écrit, alors je ne sais plus, 20 ou 25 biographies de Saint-Just qui, sur le plan qualitatif, ne sont pas toutes excellentes, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui souvent sont très orientées politiquement parlant, parce que Saint-Just a beaucoup divisé les historiens. Naturellement, il est vite devenu une icône pour les historiens dits jacobins et qu'on pourrait appeler marxistes après 1917. Mais c'est vrai que c'est quand même Robespierre, Danton, Marat qui ont le plus attiré l'attention. Saint-Just a été rapidement mis en arrière-plan, et d'ailleurs la dernière biographie de Saint-Just qui est sortie date de 1985, donc elle est déjà très ancienne, elle a 35 ans, ce qui est à l'échelle de l'édition est absolument énorme, ce qui explique le fait d'ailleurs que j'ai souhaité me repencher sur ce personnage. Mais donc il a un héritage intellectuel, mais peut-être pas aussi prononcé pour d'autres. Par contre, lorsque Abel Gance fait son Napoléon dans les années 20, eh bien c'est Abel Gance lui-même qui joue le rôle de Saint-Just, ce qui veut quand même dire que c'est quelqu'un dont on a perçu l'importance. On l'a joué au théâtre, on l'a joué au cinéma, donc c'est pas un personnage secondaire, loin de là, mais c'est vrai qu'il a quand même été un peu effacé par rapport aux autres. Merci beaucoup Antoine Boulan. Merci à vous. Pour nous avoir parlé de Saint-Just. Chers auditeurs, si vous voulez une biographie de Saint-Just, celle-ci est sortie en janvier 2020, donc c'est tout neuf aux éditions
Passé composé, le sous-titre L'archange de la Révolution, pour reprendre un petit peu l'esprit de l'expression de Michelet qui parlait de Saint-Just en parlant de l'archange de la mort. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité et pour votre écoute. Et bien entendu, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition de nos grands entretiens.